qui est donc de l'axe 2, donc sur les technologies de reproduction de l'arganier. Donc, on va donner donc aux orateurs, donc les 5 orateurs, donc nous avons 5, donc chacun 10 minutes. Donc, on va les passer donc tout le monde. Puis après, donc il y aura une discussion donc générale et des recommandations, donc s'il y en a. Donc, je pense que on va commencer. Donc, on va donner la parole à Mademoiselle Naïma Chabi. Donc, vous avez la parole. Bonjour, je me présente, je suis Chabi Naïma. Je travaille sur la thématique intitulée Effet des PGPR sur la croissance du plantule d'Arganier à l'Institut national de recherche agronomique d'Agadir en convention avec l'Université Qadiyat. Premièrement, l'arganier est la seule espèce du famille de Sapotacées au Maroc, contient environ 40 genres et 600 espèces. Pour sa forme, c'est un arbre épineux de 8 à 10 mètres de hauteur. Les fleurs sont hermaphrodites groupées en glomérules. Le fruit est une baie de forme assez variable. Pour les racines sont pivotantes, profondes et dépourvues de poils absorbants. Pour sa répartition géographique, c'est un arbre endémique du sud-ouest marocain. Il est représenté par 20 millions d'arbres répartis par 830 000 hectares du sud-ouest du Maroc, spécifiquement dans la plaine de Sousse. Pour son importance, on a 2 intérêts. Le premier écologique, elle fait prévenir la désertification. Elle est parmi 100 espèces endémiques. Elle constitue une source d'alimentation pour les bétails et une source d'énergie. Elle constitue un revenu familial régulier de 25 à 45% pour plus de 6 000 productrices. Elle intéresse une population de 3,5 millions d'habitants, ainsi qu'elle fournit 20 millions de journées de travail. Mais c'est une espèce qui peut avoir plusieurs problématiques ou bien plusieurs contraintes. Parmi eux, une régression en termes de densité, de 100 arbres par hectare à 30 arbres par hectare, une régression en termes de surface en moyenne de 600 hectares par an. Ainsi qu'il y a une forte demande des produits de cette plante-là, une faible régénération, ainsi qu'en cas de plantation, à cause de l'infertilité et le manque d'irrigation ou bien d'eau, on a une régression ou bien un échec de la plantation. Pour cela, on a opté à plusieurs mécanismes, parmi eux les PGPR. On trouve généralement les mycorhizes ou bien les mycorhizes. Par notre cas, on m'intéresse aux PGPR qui sont Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ce sont des espèces bactériennes qui colonisent les racines des plantes et affectent positivement leur croissance, soit d'une manière directe ou indirecte, soit par fixation d'azote atmosphérique, solubilisation de phosphate minéral, production des phytohormones, généralement les auxines et cytokinines, la production de sidérophores, la production des antibiotiques, production de cyanure d'hydrogène, ainsi que la résistance systémique. L'objectif était de crébler des isolats bactériens favorisant la germination et la croissance d'arganier isolés à partir de son sol rhizosphérique. Pour le matériel et méthode qu'on a utilisé, premièrement, on a fait un isolement ou bien un prélèvement du sol dans la partie rhizosphérique d'une profondeur de 30 à 40 cm dans 3 différentes régions, Belfa, Ait Mellul et Layoun. On a fait l'isolement par la méthode classique. 1 gramme de sol a été mis dans 9 ml d'eau distillée stérile, puis suivi d'une série de dilutions, puis l'étalement sur des boîtes pétries contenant déjà zéro nutritif. Puis laisser la microflore se développer dans 48 heures à une température de 30 degrés Celsius. Le premier screening était le test de solubilisation de phosphate. Étant dire que la plupart ou bien la majorité du phosphate du sol est insoluble, ils ne peuvent pas être assimilés directement par la plante, d'où l'intérêt de ces micro-organismes-là. On trouve 2 photos. La première, ce sont des bactéries qui ont pu solubiliser ce minéral-là. Et l'autre photo, ce sont des bactéries qui sont incapables de le solubiliser. La solubilisation se manifeste par le développement d'halo transparent autour de la bactérie. On les a regroupés en 3 groupes. Le premier groupe
Selon leur diamètre d'halo, le premier groupe est de 0,56 à 1,23, le deuxième groupe de 1,23 à 1,43 et le plus important, c'est 1,45 à 2,9. Le deuxième test était la production de l'AIA, l'acide indolacétique. La production d'oxyne se manifeste par le développement de la coloration rougeâtre. Et puis on a passé au test in vitro sur les amandes. Après un concassage des graines, on a passé sans abîmer les amandes, on les a désinfectées à l'aide d'hyperchloride de sodium à 6% pendant 20 minutes, une série de rinçages et puis un enrobage par la suspension bactérienne en présence de xanthane à 1% pendant 15 minutes et laisser germer. Les paramètres qu'on a suivis, c'est l'autogermination et la longueur de la radicule. Le dernier test était le test in vivo. Des plantules d'arganier âgées d'1 an et demi ont été issues de la germination par semis, dans des conditions favorables, ont été transplantées dans des sachets remplis avec moitié sable et moitié tourbe, après inoculation par les différentes bactéries. Chaque traitement par bactérie a été présenté par 17 répétitions, disposées au hasard dans 4 blocs en suivant un dispositif en bloc complet randomisé. Les paramètres qu'on a effectués après une inoculation d'une année, ce sont les paramètres agronomiques, la hauteur, le diamètre de collé, la circonférence, les analyses de sol qui est le pH, matière organique et le phosphore assimilable. Pour les analyses de feuilles, on a fait la teneur en chlorophylle, la teneur en azote et la teneur en phosphore et la teneur en potassium. Les résultats ont été analysés statistiquement à l'aide du logiciel SPSS. Pour les résultats, le premier test in vitro, on a trouvé qu'il y a parmi ces bactéries-là des bactéries qui ont pu améliorer ce taux de germination à un pourcentage qui est presque à 100%. Exemple, la bactérie B4, suivie de la bactérie B3 à un pourcentage de 80%. Pour la longueur de la radicule, on a la bactérie B4 qui a pu augmenter la longueur de la radicule à un pourcentage proche à 90%, suivi de B1 à un pourcentage de 70% et à la fin B3 à un pourcentage de 60%. Voici la photo pour les graines qui ont été inoculées et les graines non inoculées, les témoins. Pour le test in vivo, effet des isolats bactériens sur la croissance du plantule d'arganier, on a trouvé que la bactérie B3 a pu augmenter ce paramètre-là à une valeur supérieure à 40%. Exemple, la B3 et B2 à un pourcentage de 40%, tout en comparant avec témoins qui ne dépassent pas les 20%. Pour le diamètre de collé, on a les deux bactéries B3 et B4 qui ont augmenté ce paramètre-là à une valeur de 40%, en comparant avec le témoin qui a une valeur de 5%. La longueur ou bien le nombre de ramifications, ou bien les nouvelles pousses. On a toujours la B4 qui a une valeur de 12%, en comparant avec le témoin qui a une valeur de 6%. Et pour comprendre un peu plus les résultats qu'on a obtenus concernant les paramètres ou bien les mesures agronomiques, on a fait des analyses concernant le sol, on a analysé le pH, on a trouvé que la B1 a pu diminuer le pH à une valeur de 7% en comparant avec le témoin qui a une valeur de 7,3. Pour ce qui explique la quantité de phosphore assimilée. Par exemple, la B1 a pu augmenter la teneur en phosphore du sol à une valeur de 0,06 en comparant toujours avec le témoin qui est de 0,04 P2O5 microgrammes par gramme du sol. Et pour la même chose par la matière organique, on a la B2 qui a augmenté ce paramètre-là à une valeur de 4%. On a fait les analyses de feuilles. On a la B1 et la B4 qui ont amélioré ce paramètre-là
toujours en comparant avec le témoin qui est de valeur de 0,5. La même chose pour la teneur en azote. On a la B2 et la B3 qui ont amélioré ce paramètre à une valeur de 2,5 et une valeur de 2% en comparant avec le témoin qui est inférieur à 2. Le deuxième analyse qui est la teneur en phosphore du feuille. La B1 et la B3 ont amélioré ce paramètre en comparant avec le témoin. Et la même chose pour la teneur en potassium. Ces bactéries-là ont été analysées autrement, c'est-à-dire les autres caractères PGPR, c'est-à-dire leur capacité à produire l'ammoniac, fixer l'azote atmosphérique, la production de cyanure d'hydrogène et la production de sidérophore. On a trouvé la B3 qui est capable de produire le cyanure d'hydrogène, la B4 qui est capable de fixer l'azote atmosphérique, ainsi que tous les bactéries ont pu produire l'ammoniac et produire les sidérophores. Quelques photos pour les résultats qu'on a pu obtenir. Pour la conclusion, notre étude a prouvé l'importance des isolobactériens isolés de la rhizosphère d'Arganie au niveau de l'amélioration de la croissance et l'alimentation minérale de l'Arganie. En perspective, évaluer l'effet de ces bactéries PGPR sur le développement et la croissance du plantule d'Arganie combiné avec des fertilisants, soit organiques ou chimiques. Et merci pour votre attention. Merci, mademoiselle Chapinaïma, donc de votre exposé vraiment, donc qui étudie donc l'effet des PGPR donc sur la croissance, la germination d'Arganie. On espère donc que ces résultats donc trouvent des applications donc pratiques. Donc il a à peu près respecté le temps. Donc merci. Donc on passe au deuxième orateur. Donc mademoiselle Radi Hasna ou bien madame Radi Hasna n'est pas là. Donc on va passer directement à madame Koufen Meriem. Donc, qui va donc nous exposer donc, la propagation d'Arganie donc, sur le pouvoir de la multiplication végétative d'une manière générale. Donc, vous avez 10 à 12 minutes. Merci donc de respecter le temps. Alors, salam alaikum. De ma part, merci Simone. De ma part, je vais essayer un petit peu de partager avec vous l'essentiel, une synthèse sur les travaux publiés sur la multiplication végétative de l'arganier, sous l'intitulé Propagation de l'arganier, le pouvoir de la multiplication végétative. Donc ma présentation commencera par une petite introduction. On va passer en revue l'essentiel des travaux publiés sur la propagation à travers les techniques conventionnelles, donc principalement le bouturage et le greffage. Puis après, on va essayer de décortiquer un petit peu les travaux publiés, l'essentiel des travaux publiés sur la micropropagation de l'arganier. Je vais partager avec vous un petit aperçu sur les acquis du Centre régional de la recherche agronomique d'Agadir. Et enfin, une conclusion. Donc, aujourd'hui, toutes les parties prenantes de la filière de l'arganier considèrent la propagation clonale, l'amélioration génétique et la conservation de l'arganier comme des sujets prioritaires. Et la demande mondiale croissante le témoigne. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs, la compréhension et la maîtrise des différentes techniques de propagation de l'arganier aidera à discerner les différentes possibilités. Premièrement, de restaurer l'écosystème de l'arganier et aussi d'introduire l'espèce dans différentes régions. Donc, pour pouvoir reproduire et multiplier un génotype doté par un rendement peut-être élevé en fruits ou élevé en huile avec une résistance au stress biotique et abiotique, il fallait absolument faire recours à la multiplication végétative, soit à travers les techniques conventionnelles ou par micropropagation. Ces deux approches permettront d'établir de nouveaux vergers d'arganier et aussi de domestiquer cette espèce agroforestière tout en réduisant la dégradation environnementale. Donc, je vais commencer tout d'abord par le greffage, qui est une technique largement utilisée
pour multiplier les espèces horticoles. Parmi les premiers travaux publiés dans ce sens, ce sont les travaux de professeur Mkhtari et son équipe en 2011. Ils ont mis le point sur la technique du greffage en fente apicale comme étant une technique simple et qui est recommandée et qui présente des taux de survie allant jusqu'à 65%. Par rapport au greffage à l'anglaise qui n'a permis que d'avoir 25% comme taux de réussite ou taux de reprise. Ce même travail avait mis le point sur l'âge des porte-greffes recommandés. Donc, à travers ce travail, M. Mkhtari et son équipe ont recommandé d'utiliser des porte-greffes âgés de 18 jours à 6 semaines, ce qui a procuré des taux de reprise allant de 65 à 93% un mois après l'opération du greffage. Donc, cette étude avait signalé que le taux de réussite du greffage varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs. On cite la saison du greffage, l'âge de l'arbre mère, l'origine géographique du greffon. Par la suite, en 2017, l'équipe de Mahtougi et son équipe ont également recommandé la même technique qui est le greffage en fente apicale simple. Et ils ont considéré que c'est une technique qui permet d'avoir des taux de réussite allant jusqu'à 95% un mois après le greffage. C'est-à-dire un mois après le greffage, le greffon commence à débourrer. Donc, pour récapituler un petit peu les avantages et les limitations de cette technique, c'est une technique qui permet de préserver les caractéristiques souhaitables du porte-greffe et aussi de la variété, qui permet de surmonter la problématique de la récalcitrance à la rhizogenèse. Mais par rapport à ces contraintes, c'est une technique qui pose problème d'incompatibilité entre le greffon et le porte-greffe. En cas de l'arganier, il s'agit d'une hétérogénéité des porte-greffes vu que les porte-greffes utilisés sont issus principalement de semis. Donc c'est aussi une technique qui nécessite des conditions spécifiques et une main-d'œuvre qualifiée. Je passe maintenant au bouturage. C'est une technique généralement chez plusieurs espèces horticoles. Il est considéré comme étant une technique un peu simple par rapport au greffage. Donc, parmi les premiers travaux qui ont abordé ce sujet, ce sont ceux de Madame Nuaim. Mais on trouve que le travail de Madame Nuaim et son équipe en 2002 et celui de Mtougi en 2017 avaient à peu près les mêmes conclusions qui font que le type de bouture, l'âge des pieds mères, ainsi que la période de prélèvement des boutures affectent considérablement la réussite du bouturage. Le génotype est également un facteur déterminant puisqu'il impacte l'enracinement des boutures. Mtougi et son équipe ont également considéré que le calcium a un effet très bénéfique sur la capacité d'enracinement des boutures et son utilisation peut pousser le taux d'enracinement jusqu'à 67%. Donc, récemment, on peut dire en 2018, Bembia et son équipe ont considéré aussi que le type, la position des boutures et la solution nutritive utilisée pour irriguer les boutures agit considérablement sur leur capacité d'enracinement. Ils ont également considéré que l'utilisation des boutures herbacées et semi-herbacées, ils ont recommandé l'utilisation des boutures herbacées et semi-herbacées, et ils ont recommandé l'utilisation de la solution de Holland car elle permet d'avoir des taux d'enracinement d'à peu près 63%. Monsieur Fradous, ici présent avec nous, en 2011 et en 2017, avait recommandé l'utilisation des boutures juvéniles issues de semis de moins de 2 ans, puisqu'ils montrent des taux d'enracinement qui peuvent aller jusqu'à 100%, alors qu'en utilisant des boutures issues de rejets âgés de 2 ans, le taux d'enracinement peut varier entre 9 et 46%. En 2018 également, Eithamou et son équipe ont considéré que l'âge, la position des boutures ont un effet hautement significatif sur l'enracinement. Et ils ont également conclu que l'utilisation des boutures issues d'arbres jeunes ont une capacité d'enracinement élevée par rapport à ceux issus d'arbres adultes. Donc là aussi, pour ces techniques, il s'agit, en ce qui concerne ces avantages, c'est une technique qui permet bien sûr d'avoir des plants génétiquement uniformes. Elle est pratiquement plus simple que les greffages, mais en ce qui concerne l'arganier, elle présente encore une récalcitrance à l'enracinement, surtout lorsqu'on utilise un matériel issu d'arbres adultes.
La réussite de ces techniques dépend considérablement de l'âge, du génotype d'abord de la plante mère, de l'âge et du type de la bouture. Et puisque l'enracinement, pratiquement parlant, puisque l'enracinement de l'arganier prend à peu près 3 à 4 mois pour démarrer, cette période est critique. Le maintien de la bouture saine et en vie pendant cette période un peu longue qui est de 3 à 4 mois pose également un défi. Donc je vais passer un petit peu aux techniques de micropropagation. Et je vais commencer tout d'abord par le microbouturage, qui est une technique largement utilisée pour produire les plantes uniformes in vitro. En ce qui concerne l'arganier, très peu de travaux ont été publiés sur la micropropagation de l'arganier, vu les défis majeurs que présentent ces techniques, qui sont principalement l'établissement des cultures axéniques et la formation des racines adventives. Donc, je vais vous présenter un résumé de 2 principaux travaux publiés dans ce sens. C'est celui de Madame Bousselman et son équipe en 2001. Ils ont considéré que l'utilisation de la combinaison hormonale de l'AIB et l'ANA à 5 mg par litre permet d'avoir un taux d'enracinement de 85%, c'est-à-dire des racines principales. Mais à partir de ces 85%, on peut avoir entre 12 à 30% de racines de plants qui développent des racines secondaires. Et à partir de ce taux, 42% des plantes enracinées ont pu être acclimatées. Par rapport au travail de Madame Lemaoui et son équipe en 2019, le taux d'enracinement le plus élevé était d'environ 54%, et il a été observé dans un milieu de culture, MS, avec une composition hormonale d'AIB aussi et d'ANA, mais avec des concentrations de 5 mg par litre d'AIB et 1 mg par litre de l'ANA. Tout en notant que les microboutures utilisées ont été issues de plants bouturés âgés de 6 à 7 ans. Par rapport à la technique du microgreffage, je note que c'est une approche nouvelle en ce qui concerne l'arganier. C'est une technique promoteuse qui permet de multiplier des génotypes précieux et induire la revitalisation du matériel adulte. C'est pratiquement et techniquement comme le greffage. Elle consiste à insérer l'extrémité de la pousse de la plante sur le porte-greffe d'un semi-développé in vitro. Elle est utilisée chez de nombreuses espèces, mais je peux dire qu'elle était décrite pour la première fois chez l'arganier par notre équipe. Tout en notant que là aussi, c'est une technique qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, le taux de réussite à partir d'un même génotype, mais sur des compositions hormonales différentes, variait de 65 à 100%. On a pu confirmer l'établissement de la soudure à travers des coupes histologiques. Mais là aussi, c'est une technique, comme je viens de dire, qui présente aussi des inconvénients que vu que les travaux de micropropagation sont rares, je vais essayer de regrouper leurs avantages et limitations vers la fin de la présentation. Je vais passer maintenant à la technique d'organogenèse. Un travail a été publié par l'équipe de Madame Amrar en 2021. C'est un système de régénération in vitro par organogenèse qui était rapporté chez 2 génotypes d'arganier MJ et Erzois, en utilisant des explants zygotiques. Donc, malgré que le processus de régénération a été réalisé à partir d'explants zygotiques, mais on peut considérer que c'est une étape importante vers l'identification des facteurs qui affectent l'organogenèse chez l'arganier. Ce même travail avait montré que les segments dipicotyles étaient capables de régénérer des boutures adventives avec un pourcentage d'organogenèse d'à peu près 80%. Chez le génotype MJ sur un milieu MS qui contient 2 mg par litre de la BAP. Le meilleur taux d'enracinement obtenu a été chez le génotype Erzois avec un pourcentage de 56% à peu près, sur le milieu MS avec 1,5 mg d'AIB et 160 mg de la putricine. Donc en ce qui concerne les avantages et limitations de ces 3 techniques, on peut considérer que le microgreffage est une technique qui permettra de produire en masse des génotypes supérieurs. Exemple de maladies et pathogènes, il peut également produire des plantes génétiquement uniformes, mais on est toujours confronté au problème de la récalcitrance à l'enracinement et au coût de production élevé. Par rapport au microgreffage, là aussi, c'est une technique qui maintient les caractéristiques souhaitables du porte-greffe. Il préserve les caractéristiques agronomiques de la plante mère aussi.
et il permettra peut-être de surmonter la récalcitrance à l'enracinement, mais nous jugeons que la technique doit être optimisée pour différentes combinaisons génotypiques. Son acclimatation devrait être améliorée et c'est une technique qui est relativement laborieuse pour une utilisation courante. Donc, il nécessite également des tests de conformité génétique vers la fin du processus de production et également, elle a un coût de production élevé. Par rapport à l'organogenèse, c'est une technique qui peut être utilisée pour une propagation rapide et à grande échelle. Donc là, dans ce travail, il a été obtenu uniquement à partir d'explants zygotiques et il ne peut pas être utilisé pour produire des plantes fidèles au type. Maintenant, je vais essayer un petit peu de partager avec vous un petit aperçu. D'accord. Sur les, c'est un extra. Je peux me limiter sur la première partie. Donc, en ce qui concerne les travaux effectués au niveau du Centre régional de recherche d'Agadir, nous avons à peu près travaillé 7 ans sur le greffage ligneux. On peut juger que la combinaison génotypique, la meilleure combinaison génotypique que nous avons obtenue, a été au niveau de la pépinière, le taux de réussite était de 84% à peu près, mais arrivant à l'étape de la transplantation, ce taux avait chuté jusqu'à 30%. Donc par rapport au bouturage, là, plusieurs facteurs agissent sur la réussite de ces techniques, que ce soit le génotype et principalement l'âge de la plante donneuse. C'est-à-dire, on a pu obtenir des taux relativement, en moyenne jusqu'à 72% en utilisant des boutures issues de semis juvéniles. Mais en utilisant des plantes adultes, ce taux chute considérablement, voire s'annule chez plusieurs génotypes. Donc, pour conclure, des avancées importantes ont été réalisées en matière de la propagation conventionnelle et aussi de micropropagation, mais certains problèmes subsistent, tels que l'enracinement délicat en utilisant des boutures issues d'arbres adultes, l'embryogenèse somatique qui est inexploitée et inexplorée, et les problèmes d'incompatibilité en ce qui concerne le greffage et le microbouturage. C'est ainsi que mon exposé prend fin. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Coffin pour cet exposé donc, qui a présenté une revue vraiment donc, large donc, sur les techniques de multiplication végétative donc, qui reste toujours un problème vraiment à relever et donc c'est un défi pour nous donc vraiment pour l'avancée surtout pour l'agriculture donc on espère que tout le monde donc, soit vraiment réuni pour un peu résoudre ce problème-là. Donc, on va passer à mademoiselle. Ok, Radi Hassan n'est pas là toujours. Allez. Alors, salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'être là parmi vous. Je suis Hassan Radi, doctorante de la faculté de sciences à El Jaïda. Donc, aujourd'hui, je vais partager ce modeste travail intitulé l'amélioration de la micropropagation de l'arganier par germination in vitro, microbouturage et microgreffage. Voilà. Pour le plan de cette présentation, on va adopter le plan suivant. Donc, on va commencer par une introduction, on passe par l'objectif du travail, on va voir les méthodologies adoptées, puis on va discuter les résultats et on va voir les conclusions. Donc, commençons par une introduction. Je ne sais pas si la maison pense, c'est pas. Donc, comme introduction, comme vous le savez tous, l'arganier est un arbre endémique au Maroc et il constitue la deuxième essence forestière qui nous a recommandé d'actualiser la superficie chaque année. Donc, cette superficie se localise au niveau des régions arides et semi-arides du Maroc sur 3 blocs essentiellement. Donc on va ici sur le premier bloc, c'est le nord des Saouira, le deuxième c'est le sud des Saouira, et sur la plaine d'Oued-Sus sur la vallée d'Oued-Sus sur le versant Anti et le Haut Atlas.
Donc, grâce à ces multiples produits qu'il fournit, l'arganie est un arbre multi-usage. Il joue des rôles écologiques et socio-économiques importants. Il est connu pour son extraction, il est connu par l'extraction d'huile d'argan, qui présente des vertus multiples. Ce secteur, lui seul, fournit 7,8 journées de travail pour les populations locales. De surcroît, les arganeries constituent un unique terrain pour les parcours de troupeaux, grâce à son vocation pastorale. Donc, sans oublier également que le bois a été aussi utilisé comme un bon combustible. Mais malgré ses rôles cruciaux et ses avantages, l'arganie se trouve dans une situation alarmante parce qu'il est en régression continue en termes de superficie et de densité, ce qui a nécessité de développer des programmes et des stratégies de reboisement. Qui se base sur des méthodes de propagation conventionnelles comme le bouturage et le greffage, mais ces méthodes doivent être optimisées ou renforcées par des méthodes alternatives comme les méthodes de culture in vitro. Ce qui nous amène à fixer comme objectif de travail l'amélioration, le développement des protocoles efficaces et reproductibles de régénération in vitro et production en masse de plantes d'arganie, en évaluant l'effet de certains facteurs sur les techniques de micropropagation telles que le microbouturage et le microgreffage de cette espèce. Donc, passons maintenant aux méthodologies adoptées. Pour la germination in vitro, on a travaillé avec 3 génotypes d'arganie, A, B et X. Après la désinfection du matériel végétal, concassage, la récupération de l'amendant, on a mis en culture ces graines dans un milieu d'abord d'initiation constitué de gyrosés, puis on les a transférés sur un milieu de multiplication qui constitue de MS/2 additionné de 1 mg de charbon actif et de 0,5 mg d'acide gibberellique. Donc, un deuxième essai a été effectué pour comparer le pouvoir germinatif de différents génotypes. Donc ici, on a utilisé comme milieu de multiplication MS/2 ajouté de charbon actif, l'AIB, et 0,5 de ziatine et de BAP. Passons maintenant au essai de microbouturage. Donc ici, on a travaillé avec 3 génotypes d'arganie, AP1, AP2, AP3, AP2 et AG. Le milieu de base utilisé était MS, additionné d'une combinaison d'hormones. Pour le milieu 1, on a ajouté la BAP, la kénitienne, l'AIA. Pour le milieu 2, on a ajouté juste le BAP. Pour le milieu 3, on a ajouté l'AIB. Donc, on a évalué ici le taux de débourrement de bourgeons axillaires chez ces génotypes. Pour cet essai, on a évalué l'effet de la composition hormonale hormonale et minérale exactement de milieux. Donc, on a essayé le milieu MS et MS/2, plus 3 concentrations différentes de BAP, 1, 2 et 3 mg par litre. Pour l'essai suivant, on a travaillé avec le même matériel végétal, sauf qu'on a modifié le milieu, on a utilisé le milieu dilué à moitié, MS dilué à moitié. Donc, on a ajouté 2 concentrations différentes de acide gibberellique. Et en plus de la composition hormonale et l'effet de génotype, on a étudié l'effet de température de stockage. Donc, au niveau de cette étude, on a étudié l'effet de température de stockage, température ambiante et température de réfrigération. Ça veut dire 4 degrés Celsius.
Le dernier essai, je pense, de microboturage, on va évaluer ici l'enracinement chez le génotype d'Arganie B et X. Donc, 4 milieux ont été évalués et qui se diffèrent par la composition de l'hormone A et B et de l'ANA. Deux concentrations ont été évaluées, 1 et 2 mg pour chaque hormone. Pour la dernière technique, on a essayé de travailler avec le même matériel végétal, donc le génotype B et X. On a évalué différentes concentrations d'acide gibberellique sur l'enracinement, sur le microgreffage de ces génotypes. Donc, passons aux résultats. Pour les résultats obtenus au niveau de l'essai de germination in vitro, les résultats obtenus ont révélé que le génotype A été le meilleur pour initier une germination in vitro. Ce génotype nous servira de matériel végétal de base pour un essai ultérieur qui est le microgreffage. Donc, pour le deuxième essai de germination, cet essai a été effectué pour comparer les taux de germination sur un autre milieu qui a été le MS/2 plus BAP et zéatine. Donc, on a constaté que le génotype A et X ont amélioré leur pouvoir germinatif. Alors que le génotype Y a amélioré son pouvoir germinatif essentiellement sur la concentration de 1 mg de BAP. De même pour la zéatine, le génotype Z aussi, il a amélioré son pouvoir germinatif, alors que on voit que la réaction envers la germination, le taux de germination varie de génotype à un autre. Pour le troisième essai, pour la technique de microboturage, cet essai concerne le taux de débourrement des bourgeons axillaires. Il a révélé que l'âge de l'arbre influence fortement le taux de débourrement chez les deux génotypes, et on a constaté que AP était toujours le meilleur à engendrer des bourgeons axillaires, et que le milieu 1 était le plus performant pour engendrer le débourrement des bourgeons axillaires. Donc, le suivant essai. Donc ici on a évalué le taux de débourrement sur l'effet de la composition minérale et hormonale. Donc on voit que l'AP1 a atteint son maximum sur le milieu MS/2 à la concentration de 2 mg de BAP, alors que pour le génotype de même pour le génotype AG2, sauf qu'il a atteint son maximum sur 3 mg de BAP. Par contre l'AP3, donc, il a atteint son maximum sur 1 mg de BAP. Donc, comme je disais tout à l'heure, la réaction diffère d'un génotype à un autre. Le dernier, je pense, l'avant-dernier essai de microboturage, on a évalué plus de facteurs, plus que les facteurs de génotype et de composition du milieu, on a évalué la température de stockage. Donc, on voit clairement que la température de réfrigération favorise le taux de débourrement, sauf que l'augmentation de l'acide gibberellique a diminué le taux de débourement chez tous les génotypes. Je pense que c'est le dernier essai de la technique de microboturage. Donc, on a évalué ici l'enracinement chez les différents génotypes. Donc, chez le génotype B, l'enracinement a atteint son maximum, sur 1 mg de l'ANA. Donc, par contre, le génotype X, il a atteint son maximum sur la concentration de 2 mg de l'AIB. On voit que, heureusement, on n'a pas
un taux de nécrose qui est nul. Donc, les microbotures, on arrivait à survivre. Alors que concernant l'autocalogénèse, on trouve que, oh, pardon. Pour l'autocalogénèse, on trouve que les botures ont arrivé à former des cales à la base de la botture chez les deux génotypes sur la concentration de 1 mg de l'ANA. Pour l'essai de microboturage, donc le résultat ont révélé quel que soit le génotype, le GA3 a stimulé le taux de débourrement des nœuds au niveau du griffon. Donc, de même pour le développement des pouces fouillés, on a des résultats qui sont intéressants allant de 16,5 jusqu'à 23,1. Et heureusement, le taux de nécrose, il a été diminué avec l'augmentation de la concentration de GA3. En guise de conclusion, on est arrivé à conclure que chaque génotype réagit de sa propre manière avec la variation de la composition minérale ainsi qu'hormonale du milieu. Le froid a simulé le débourrement ainsi que le débourrement de bourgeons axillaires chez l'arganie in vitro. On a vu que la capacité de régénération des racines directement ou à partir des cales dépend du type d'hormones utilisées et du génotype. Et finalement, l'acide gibberellique favorise le développement de greffons ainsi que des pousses feuillées à partir de greffons. Donc ici, vous voyez quelques photos pour l'essai de germination in vitro. Voilà les étapes de germination. D'accord. Et voilà le résultat final. Ici, c'est le microboturage. Donc, à votre droite, vous voyez que la pousse feuillée à partir de la bouture initiale. Et cet essai concerne le microgreffage. Donc, vous voyez que un développement très intéressant pour le greffon ainsi que pour le génotype pour la porte-greffe. Et merci pour votre attention. Présenter donc beaucoup d'essais et des résultats sur donc les microboturages et le microgreffage. On espère que vraiment donc ces méthodes-là donc continuent donc à être développées pour un peu donc améliorer la multiplication de l'arganie. Donc on passe à Mademoiselle Twidji Fatem Zahra pour nous présenter donc l'effet combiné des modes de multiplication végétative et de la saisonnalité sur la physiologie et la morphologie des jeunes plants d'Argania spinosa, donc de l'arganier. Vous avez donc 12 minutes. Je peux commencer? Donc, rebonjour. Aujourd'hui, sous le cadre de la 7e édition du Congrès international sur l'arganier, ce thème, l'arganier à l'épreuve des changements climatiques. Aujourd'hui, je vais représenter mon sujet, ce thème, effet combiné de la multiplication végétative et de la saisonnalité sur la physiologie et la morphologie des jeunes plants d'Argania spinosa installés au champ. Le thème sera traité selon un plan classique. Comme vous savez tous que l'arganie est une espèce xérothermophile qui pousse d'une façon sauvage, on assiste à une régression alarmante des argarins marocains en surface et en densité, d'où la nécessité de développer des techniques de propagation asphyxiée afin de produire plus de matériel végétal homogène et de conserver ce patrimoine génétique. Pour l'histoire de bouturage et de greffage, en 1976, les premiers essais de bouturage sont réalisés à la station de la recherche forestière de Rabat. En 1994, une technique de bouturage a mis en point.
Et entre 1976 et 1996 et 1998, des essais de greffage ont été réalisés à l'IAV Hassan II d'Agadir. La reproduction naturelle de l'arganré est pratiquement absente sous l'effet d'agressions multiples, où à peu près on assiste à une diminution de la densité de la superficie occupée par l'arganier. Cette régression est essentiellement due à la désertification des terres, la pression démographique et les activités pastorales, la récolte quasi totale des fruits ou rares sont les fruits qui restent sur le sol, qui germent encore puis se développent. Ainsi, la coque dure des graines rend difficile leur germination dans des conditions indigènes et limite son renouvellement naturel. Alors, face à ces contraintes, la seule solution le moins coûteuse et le plus efficace, c'est d'assurer une production massive par l'utilisation de techniques de multiplication asphyxiée. Après la réussite de cette technique, à quel point on va avoir une adaptation de ces différents génotypes après leur installation en plein champ. Et c'est l'objectif de notre étude, de déterminer à quel point les modes de multiplication asphyxiée affectent les paramètres morphologiques et physiologiques des plants d'Argania spinosa après leur installation en plein champ. Le site se situe dans le domaine expérimental de Belfabel, de la province de Chouka et Tbara. Pour l'échantillonnage, à peu près 30 jeunes plants âgés de 5 ans, essais de griffage et potirage ont été choisis de manière aléatoire. 2 périodes d'échantillonnage ont été choisies, le printemps et l'été de l'année 2022. Pour les échantillons, le prélèvement des échantillons, on prend en considération les différentes expositions et les différents niveaux de l'arbre. Et pour la croissance et le diamètre ont été mesurés à l'aide d'un piacolis et d'un mètre ribin. Pour les analyses physiologiques vont concerner la hauteur et le diamètre de l'arbre, la teneur moyenne en eau dans les feuilles et les branches, la teneur en chlorophylle et la surface foliaire. Passons maintenant au principal résultat obtenu. Pour la croissance de la partie arrière, on a constaté que la croissance maximale est enregistrée chez les plantes essais de griffage, tandis que la croissance minimale est enregistrée chez les plantes essais de bouturage en printemps. Le taux d'augmentation de la croissance de la partie aérienne chez les greffés est de 9,71%, tandis que pour le boutiré, il atteint 19,27%, avec un taux de variation entre ces deux modes de multiplication de 29,53%. Cette forte variation est due aux caractéristiques de porte-greffe, qui a une capacité assez importante de développer un système racinaire intense et qui a la capacité d'absorber l'eau et les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance et le développement des plantes. Pour le diamètre, on a constaté que le diamètre maximal et minimal sont enregistrés chez les plantes essais de bouturage. Le taux d'augmentation entre les deux saisons est de 15,86% chez les greffés. Pour le boutiré, il a atteint 28,82%. Cette forte augmentation est due à la croissance rapide de la partie aérienne chez les boutirés pendant cette période d'étude. Pour la teneur moyenne en eau de les feuilles et les branches, pour les feuilles, on constate qu'il n'est pas affecté, que ce ne dépend pas ni des modes de multiplication ni de saisonnalité. Par contre, pour les teneurs moyennes en eau de branche, est fortement influencé par la saisonnalité, où elle atteint son pic pendant la saison hivernale de printemps. Pour la concentration de chlorophylle, on constate que la concentration maximale est enregistrée chez les plantes boutirées en printemps, tandis que la concentration minimale est enregistrée chez les plantes greffées en été, avec un taux de variation de 28,94% entre ces deux modes de multiplication. Ainsi, on assiste à une légère diminution de la concentration de chlorophylle en fonction des saisons en été par rapport au printemps, ce qui indique que la concentration de chlorophylle est fortement influencée par les modes de multiplication et de la saisonnalité, où ils dépendent des conditions environnementales de milieu. Pour la surface foliaire, on constate que on n'a pas un effet significatif, que ce soit pour le mode de multiplication ou bien pour la saisonnalité. Mais on assiste à une légère augmentation de ce paramètre-là en été par rapport au printemps, où les plantes essaient d'augmenter la surface de contact pour fabriquer les maximum éléments nécessaires pour leur croissance et leur développement. Finalement, pour conclure, on peut dire que le griffage favorise une croissance aérienne maximale grâce aux caractéristiques des porte-greffes qui ont la capacité de développer un système racinaire intense et d'absorber les éléments nécessaires pour la croissance et le développement des plantes. Pour le diamètre de jeunes plants est significativement influencé par le mode de multiplication, où la croissance maximale de ce paramètre est enregistrée chez les plantes boutirées. Et finalement, pour la teneur en chlorophylle dans les feuilles est significativement affectée par les modes de multiplication et de la saisonnalité. Voici quelques références bibliographiques utilisées pour préparer cette présentation. Et merci pour votre attention.
merci Fatem Zahra donc, pour votre exposé donc, vraiment qui étudie donc, après brouturage, après greffage, donc, et l'impact de ces invités. C'est très intéressant aussi donc, d'étudier après, donc c'est vraiment très intéressant. Donc on passe donc au dernier orateur, donc au Mahmoud Simouad, donc, pour votre exposé sur l'intégration génomique sur l'analyse économique, donc d'une manière générale sur Arganie. So, hello everyone. Today I'm going to present you some part of my PhD thesis. So today I'm going to present the integration of the agronomic research and also the economic aspect in order to determine the best nursery practice for argan seedling production. So let's go straight to the planning. So we'll have an introduction, then we will present the methodology that we adopted here, some results that we find, and finally conclusion of that will lead us to determine the most efficient nursery practice that we adopt in this experiment. So before we start directly to the experiment, it would be better to present what is like the role of the argan tree, and here in the slide there is various multi-purpose rules of argan tree. As we see here, argan tree can be used for direct consumption, especially for the argan oil. It can be used for the cooking, and also it can be integrated to byproduct. It can be integrated in the goat livestock feeding, and this finding is showing that the goats, especially for the livestock feeding, it improves the milk quality of the goat. Also, it can be used as an bioabsorption for some toxic elements such as plumb, cadmium, and methylene blue. It can also be used for bioenergy, especially for bioethanol or biodiesel, and this finding is showing that. Also, the argan tree can have some several health benefits, such as it can be an antioxidant, it can be also antibacterial, and it can play an important role, especially as an epiglycemic. And finally, there is some study that showing that the argan tree and its byproduct can host some natural pathogen. For example, here there is a natural pathogen that could attack the issue of Cerathitis capitata. However, the argan tree faces several threats, and here's some of them. So if we start with the overgrazing, we have that the overgrazing is leading to decrease the number of seed, the production of number of seed, and this influence in fact the natural regeneration of the argan. There is several issue of the argan forest. For example, the land degradation. So, especially in the Sus region, starting from the 16, we have a shifting from traditional agriculture, especially traditional horticulture, to intensive horticulture that is basically related to production of vegetables, which decrease the argan forest area. And also we have the intensive use of the wood of argan. So that was in the past that we used the wood of argan like a source of energy. Also, we have, of course, the high demand of argan oil, which leads to argan bloom, and this leads to an overexploitation of the argan fruits, and this affects the regeneration of the argan forest, or in general, the regeneration of argan forest. And finally, we have the famous issue which is related to climate change impact. So climate change impact is impacting a lot of in different aspects, but here what is very important for us is that impacting the survivability of the argan tree, it's impacting the regeneration of argan, and also it's shifting the argan surface area, it's shrinking also the argan area, and we have a lot of degradation argan surface area. But we have some project that is adopted.
So in the 18 we have the argan oil project. So its aims, in fact, it's to increase the argan surface area in order to meet the demand of argan oil. Also, we have the declaration of the argan biosphere reserve by the UNESCO. So this is help to improve the argan ecosystem. And also we have the Green Morocco plan that increase the argan surface area to 950,000 hectares. And finally, we have the DARID project, which this presentation is financed by. So yeah, let's talk about a little bit of the main pillars of this project. So we have the argan domestication that's already made. So it created 10,000 hectares. And also we have the preservation of argan ecosystem and the promotion of research. And this presentation, in fact, is related to the promotion of research, especially in the in various technique. And here we are talking about the nursery practice technique in order to improve the organiculture, what's so called the organiculture. So now let's go straight to our methodology. So in fact, what I'm going to present today is the substrate effect and also the container effect into shaded level. So we will have here the unshaded compartment and we will have the greater shaded. But here I will only present the substrate effect separately. That means we will study the different type of substrate in one container, and here it is the polyethylene bag, and then we'll also study the container effect. So here there is the different substrate composition that we adopted. As you see here, it's differed in terms of composition and also in terms of ratio. And we have here the use of peat moss, we have the use of biochar, compost, and then perlite, and also the argan soil. So yeah, for the second experiment, it will be related to container effect. And here we will study the effect of the form and also the effect of the volume of the container. And here the four container that we adopted. And here there is a picture of the shaded that we adopted. It's very clear, the unshaded compartment, and then the greater shaded, like we adopt 80% covering. And for that, I mean there is a lot of morphological parameter or a lot of parameters that we will study, but here I only mentioned 5 parameters that we think it's the most parameter that would show us the quality of the seedlings. So we have here the germination rate, the biomass production, the shoot and root length. We have also the shoot diameter, and then we have the number of secondary root. So for about the economic aspect, so we will calculate the plant production cost. And here there is 2 types of cost. We have the fixed cost and we have the variable cost. So mostly the fixed cost is amortized. However, the variable cost, here what is very important is the cost of substrate, which is deferred, and also the container and the shade. Of course, the currency will be made, and also we conduct a questionnaire about the market price of the argan seedlings in nursery. So for that we will compare our nursery practice if they will get us like a higher. Similarly, for the shoot diameter, we have that the peat moss substrate shows greater result. However, for the remaining substrate, there is no significant difference, but there is a slight high increase of T5. And then for the plant fresh weight, it's very clear the difference that is showing that T1 has the highest value. Then it is followed by T6 and it is followed by T3 and T6 that have the same significance. So finally, for the production cost, it's very clear that T6 that contain biochar and peat moss has the highest production cost. Yeah, this can be due to the cost of biochar here in Morocco. In fact, even they said that biochar is like a cost effectiveness substrate, but its price here in Morocco is still higher compared to the other substrate. So the
The same experiment will be applied again in the 80% shaded level. So again, we have here for the germination rate. First, we have T6, T1 as the highest germination rate. So here the germination rate is about like 80%. However, there is like a difference between the first shade and the unshaded compartment and the greater shaded. That means in the impact of shaded, in fact, is not good for the germination, and it is advisable to use the unshaded compartment for the germination. And again, for the shoot length, we have T6 and T1 as the highest one. Similarly, for the root length, T6 and then T1, then it is followed by T5. For the shoot diameter, we have T1, T3, and then T6, respectively. And for the plant fresh weight, we have T1, and then again T6, and then T3. And again, for the production cost, it's similarly the same. The only difference here is the price of the shaded that we adopted. So here in this picture, what I really want to show you is the big difference that is showing between the unshaded compartment and then the 80 shaded level. Especially here, if we see the root system, it's very different. And also we have a higher number of ramification, for example, in the T1 substrate and then in the T6 substrate. So now let's go straight to the container effect. Yeah, so if we start with the shoot length, it's very clear that D4 and then it is followed by D3 and D2 has the highest value. But here there is no significant difference. However, the D1 and D2 has the highest value. Similarly, here D3 and D2 are the highest container that get us the highest value. So if we go again for the plant fresh weight, it's D4. However, the lowest value is in D1. So for the number of secondary root, it's clearly the larger container here, which is D2, that give us the highest value. So for the plant production cost, it's clearly that D2 that will has the highest value, in fact, because it's the larger container, and it is the container that will contain a larger amount of substrate, which means a larger production cost. So again, let's go to the 80% shaded level. Here it is very clearly that D2 has the highest value. And for the root length, similarly, even though there is no significant difference, here there is a significant difference that's showing that D4 then followed by D2 has the highest value. For the plant fresh weight, again it's D2. And for the number of secondary root, we have D4 then followed by D1. So again, for the plant production cost, it is showing that D2 has the highest value. But yeah, we can conclude from this part about the container that the most suitable container will be D2, even though its production cost is higher. And yeah, what I didn't mention here, that the production cost for the container, it's range between like 3 dirham to 4 dirham. So the highest production cost is related to D2, which is only 4 dirham. So again, I just showing you the impact of the use of the shade between the two parts. So yeah, for the conclusion, we can say that it is very clear that the T1, which is composed of pistomous, is the most cost-effective substrate. And also we can say that D2, the larger container, could help us to get a higher quality or a great quality of seedling. However, yeah, the use of pitmoss, it has some several impact on the environment. For example, it deteriorates the peatland ecosystem. It has an impact of, in fact, the extraction of the peat, it takes very long time. And yeah, there is some measure that is taken in Europe in order to decrease the harvesting of the peat moss, which would lead, in fact, in the following year here to increase in the price of the peat moss. And for that, we just in this study we would like to suggest some substrates such as T6, and then we have T5. For example, the use of biochar, it is very prominent now, and
several studies are occurred in order to determine its characteristic, and its result are prominent, and also it is shown in our presentation. And yeah, there is a study that's already published, which is related in the same aspect about the effect of substrate and then the effect of container. But what is here, it's important, is the combination of the two type of treatments. So here I only present the substrate and the container separately, but in this study it's a combination of the substrate and the container, not only in two shaded level, but to present four shaded levels: 0%, 20%, and 40%, and 80%. And the results showing that the pitmousse substrate and the larger container is the most cost effectiveness combination in the various shaded level. So here there is only a picture that's showing those, a picture that's showing the success transplantation of this plant. Well, yeah, I didn't mention that the nursery phase for this study is only 6 months, and that's some result that is showing after one year of transplantation. Yeah, I guess that's all for my presentation. I hope you enjoy it. Merci pour votre exposé, donc, qui a donc exposé donc, les techniques de multiplication par donc, semis avec l'utilisation de différents substrats, conteneurs, et aussi donc, les lombrages, donc, et surtout l'étude économique, donc, surtout co-bénéfice. Donc c'est très important donc, pour l'avenir, donc, pour un peu optimiser donc, la multiplication, donc, surtout de l'organisme d'une manière générale. Donc en ce moment, on va passer, donc, ça ne reste pas beaucoup de temps, donc à peu près 30 minutes donc, de discussion. Donc les orateurs, donc ils passent donc ici, donc pour un peu donc passer à la discussion. Donc les questions, donc on va donc ouvrir une liste donc pour les questions. Et donc chaque donc celui qui va donc poser des questions, donc prière de se présenter pour donc un peu donc poser la question. Donc merci. On va ouvrir la liste. Il y a des questions? Non? Tout est compris? Donc, tout est... Pas d'autres d'intervenants? Pour s'il y a vraiment donc pour les questionnements ou bien d'autres, donc s'il y a des recommandations, vraiment nous les préciser pour un peu les noter, donc ça générera de madame Rabha. Donc mademoiselle Amra ou bien madame Amra. Alors bonjour tout le monde. Je vous remercie pour les présentations. Mes questions vont pour Madame Hesna. Ma première question, quelle est l'origine des génotypes que vous avez utilisés? Donc, est-ce qu'ils sont des variétés qui ont été déjà inscrites ou bien sont d'autres génotypes? S'ils sont d'autres génotypes, quelle est l'origine de ces génotypes-là? La deuxième question, quelle est la méthode de stérilisation? Parce que moi-même, j'ai travaillé sur la culture in vitro pendant 7 années.
Et le premier obstacle qu'on rencontre, c'est la contamination, que ce soit la contamination endogène ou bien que ce soit pour le matériel adulte comme pour les graines. D'accord. La troisième question, quel est le nombre d'explants que vous avez utilisé pour le bouturage surtout, pour voir est-ce que c'est les résultats, parce que vous n'avez pas mentionné, est-ce que vous avez réalisé des analyses statistiques ou non. Donc, je ne vois pas, est-ce qu'il y a les résultats, est-ce qu'ils sont significatifs, c'est-à-dire la différence, est-ce qu'il est significatif entre les différents génotypes, ainsi entre les différents traitements. Alors, pour l'enracinement, l'enracinement était toujours une étape qui était très critique pour la culture in vitro de l'arganier. Et vous avez mentionné que vous avez trouvé un taux de callogénèse qui est très important. Alors là, ça pourra présenter un problème pour l'ultérieure étape d'acclimatation. Parce que moi-même, j'ai passé à l'acclimatation et ça, les racines, ils risquent de détacher avec les cales dans l'étape de l'acclimatation. Quoi d'autre? Oui, la durée des essais, des différents essais, que ce soit pour le bouturage, que ce soit pour l'enracinement. Je crois que c'est tout et je vous remercie. Bonne question, donc la réponse est après, on va passer au c'est Filari, professeur Filari. Merci beaucoup. Et d'autres, donc en fait, vous avez parlé de production de sidérophore et tout ça. Est-ce que vous avez fait, donc sidérophore, c'est sur les tests CAS, c'est bien ça? D'accord. Est-ce que vous avez fait, donc faites les tests, vous comprenez pourquoi ma question? Parce que les tests qualitatifs, c'est intéressant sur boîte, mais les tests quantitatifs sont les plus parlants et les plus crédibles pour faire des comparaisons. Alors, je pose la question aussi, est-ce que vous parlez que d'isola et vous avez fait des tests in vivo? Est-ce que vous avez fait l'identification des isolats? Pourquoi je pose cette question? Parce que, donc, en fait, sur le plan, comment dire, logique, si je prends un isolat et que c'est un phytopathogène, ou bien c'est un pathogène pour l'homme, et que je l'utilise pour l'inoculation, ça ne va pas du tout. Donc, il va falloir, donc, en fait, revoir les choses, faire l'identification d'abord, avant de faire les tests. Donc, je pose la question, est-ce que vous avez fait l'identification ou pas? Bien. Et puis, à un moment, vous parlez de phosphore assimilé. Comment vous avez, par quelle technique, et qu'est-ce que vous appelez phosphore assimilé? D'accord? Alors, et puis la conclusion, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand on prend cette voie de aller vers la recherche de PGPR, aller donc pour l'inoculation plus tard, donc en fait, on veut substituer comment dire, les fertilisants chimiques. Donc, pour préserver l'environnement. Or, vous envisagez de faire une combinaison avec les... J'aimerais bien comprendre pourquoi. Alors, mademoiselle ou madame Koufen, merci beaucoup pour la synthèse bibliographique, est vraiment très, très intéressante. J'aurais aimé qu'elle soit complétée par une comparaison, donc en fait, avec les techniques dans d'autres plantes, d'autres ligneuses essentiellement. Et ça pourrait faire une belle synthèse à publier, donc à porter à la publication des jours. Et je m'attendais à ce que cette synthèse donc, soit la base des travaux qui ont été présentés dans le groupe. Donc les conclusions, or j'étais un petit peu, comme les travaux qui ont été présentés dans le groupe par ailleurs, n'ont pas tenu compte, ou je ne l'ai peut-être pas senti, donc en fin de compte, de cette belle synthèse bibliographique qui devrait donner qui a donné des orientations concernant les technologies à adopter.
Voilà, donc la question adressée à mademoiselle Madame Raji Hasna, donc elle a été déjà posée concernant le génotype. Donc en fait, on parle de génotype A, B, et tout ça. Donc quel génotype, sur quelle base, pourquoi on les appelle génotypes d'ailleurs. Bon, voilà. Et je vous remercie pour vos présentations. Merci mon collègue Sylvie. Donc on passe à C. Rachid Mteg. Salam alaikum. Je tiens d'abord. C'est Rachid. C'est Rachid. D'accord. Donc, merci, Monsieur le Président. Juste deux commentaires. Le premier qui s'adresse exclusivement pour les étudiants. En fait, lors de la présentation, l'étudiant, généralement, il dit qu'il est inscrit à l'université X. D'accord? Et on sait que cet étudiant, il travaille à 100% à l'INRA. Je pense que c'est un manque de respect envers l'institution qui l'héberge. Donc je pense que c'est un commentaire. Je l'ai remarqué hier et aujourd'hui. C'est-à-dire, on cite principalement l'université et on fait abstraction de l'INRA où la totalité du travail est faite à l'INRA. Donc je pense que si vous vous présentez, oui, je suis inscrit à l'université X et je fais mon travail à l'INRA. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire à quel taux, 100%, non, mais au moins vous citez que sous l'encadrement, par exemple, du docteur X qui est à l'INRA, par exemple. La moindre des choses. La moindre des choses. Deuxième commentaire. Pour continuer donc, dans le même sens, donc, déjà je l'ai fait la remarque l'étudiant Hasna, parce qu'il travaille donc avec Simzri à Marrakech. Je ne le savais pas, donc j'ai demandé à Mme Koufan avec qui il travaille. Il m'a dit qu'il travaille à Marrakech et à Agadir aussi. Donc vraiment, même donc, dans vos exposés, je pense que tous les orateurs ici, donc, ils sont financés par l'Onzoa et l'INRA. Donc il faut remercier l'Onzoa aussi, parce que c'est vraiment les fonds de l'Onzoa, donc il dit le FEM. Il faut vraiment donc, le mentionner. Je pense que c'est juste un oubli. On va faire abstraction, c'est pas grave. Non. Non. Le deuxième point, c'est on attend tous avec impatience l'obtention d'un protocole de régénération in vitro, n'importe quelle technique, mais on l'attend avec impatience. Le premier qui va mettre au point un protocole efficace pour la multiplication de l'arganier, je suis sûr il va cartonner. Mais il faut que vous vous protégiez. J'incite encore une deuxième fois sur le fait de ne pas présenter les chiffres et la composition exacte pour vous protéger si vous voulez aller pour la demande d'un brevet. Parce que la première des conditions qu'on vérifie lors du dépôt d'un brevet, est-ce que ça a été cité? L'inspecteur ne va pas y aller vers les articles. Non, il va y aller sur Google. Il va taper arganier, culture in vitro, composition X. S'il trouve l'abstract dans lequel vous avez déjà cité votre travail, ça y est, le brevet est mort. Donc faites attention à ça. Et merci. Merci Rachid, on passe à Madame Rabha. Merci Monsieur le Président. Je tiens à féliciter les intervenants pour. Je tiens à féliciter les intervenants pour leur exposé. Et aussi, la culture in vitro de l'arganier, c'est une technique qui est très difficile dès sa mise en place jusqu'à sa transplantation. Donc, le problème, c'est les contaminations, les brunissements et tout ça. Mais dans votre exposé, d'une façon générale, je n'ai pas vu le problème de contamination. Est-ce que vous n'avez pas ce problème? Ça, d'une part.
Et d'autre part, c'est quoi le génotype sur lequel vous avez travaillé? Est-ce que ces différentes l'origine des explants sont différents ou bien juste un arbre que vous utilisez? Pour la recommandation, je recommande qu'il faut travailler en collaboration parce qu'il y a des essais qui ont été déjà réalisés et n'ont pas donné de résultats. Donc, pourquoi le refaire une autre fois? Donc, je pense que la collaboration, et il faut, je sais pas, il faut faire des réunions ou bien tous les intervenants, il faut essayer d'avoir et fournir des efforts pour orienter leurs travaux afin de réussir cette technique qui est difficile. Et c'est la base de tout. On ne peut pas faire sans multiplication, les résultats du génomique n'aura pas d'influence. N'importe quel travail n'aura pas d'influence sans la réussite de la multiplication végétative. Et merci. Dr Slimane Khie de l'INRA de Rabat. Slimane Khie. Donc, merci à nos chers étudiants pour leur présentation et à nos collègues. Là, juste un commentaire qui me vient, donc, puisqu'on parle tous sur l'urgence du développement d'une approche de multiplication, moi, je propose comme recommandation d'organiser une journée scientifique nationale dédiée à cette thématique. L'objectif de cette journée, c'est de faire des connexions. Donc après, faire des connexions avec les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui travaillent sur la thématique pour une progression optimale dans ce sens. Merci. Pour un peu, donc la recommandation, c'est très bien. Donc je pense aussi, donc on a déjà discuté avec l'ONZOA, avec d'autres intervenants. D'accord. Elle est intervenue, peut-être, je ne sais pas. Donc. Oui, je voulais juste confirmer ce qui a été traité par Madame Rabha. Oui, exactement. Pour Madame Hasna, le protocole de germination, on l'a déjà optimisé à l'INRA de Rabat. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pensé à refaire ce protocole sur vos génotypes? Comme ça, on pourra travailler en continuité, comme mes collègues ils ont déjà dit. Et aussi pour le protocole d'enracinement. Est-ce que vous avez pensé à refaire le protocole d'enracinement qui est déjà publié par l'INRA de Rabat? Et merci. Merci. Donc, continuons. Donc, l'ONZOA, l'INRA et d'autres intervenants, donc on est vraiment en train de penser à faire monter un projet donc, national sur la multiplication de l'arganier pour un peu le résoudre une fois pour toutes sur 3 ans, 4 ans, donc pour un peu vraiment aller en avant. Donc, si on va répéter cette recommandation. Bonjour. Donc, moi, puisque tout le monde maintenant donc, recommande de faire des travaux pour maîtriser la multiplication végétative, je vois que l'une des intervenantes donc, a déjà fait la comparaison entre les boutures au niveau du champ. Étant donné que le problème de multiplication n'est pas déjà réglé, donc je me demande l'origine de ces plans, donc greffés et bouturés. Une autre question, je vois dans l'une des présentations la germination in vitro, donc la germination des graines. Donc, étant donné que les graines germent normalement, je ne vois pas l'intérêt, surtout pour l'amélioration. Donc je ne vois pas pourquoi ça germe dans un morceau de tissu. Donc pourquoi je veux faire Donc peut-être qu'il y a une raison, mais moi je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Donc s'il y a un intérêt, donc qu'on nous les explique. Merci.
Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va donner donc la parole donc, aux orateurs pour un peu présenter ou bien donner quelques réponses et recommandations aussi si vous avez des recommandations. Merci. On commence par Mademoiselle Sophie. Donc, bonjour. Ce sont parmi les caractères des PGPR. En général, c'est pas un clé ou bien un paramètre sur lequel je me suis basée. Je me suis basée pour la sélection. Pour les tests au début, les tests de solubilisation de phosphore et le test de production d'ailleurs sont des tests quantitatifs. Au début, on était qualitatif et après on passait au test quantitatif, c'est-à-dire on a une idée sur la quantité de phosphore solubilisé et une idée sur la quantité d'oxyne produite. Pour les autres tests qui sont juste complémentaires pour avoir une idée sur la qualité et les autres, ce ne sont pas des critères sur lesquels je me suis basée. Pour cela, on a juste complémenté, c'est-à-dire comme une base. C'est-à-dire à quel pourcentage ces bactéries-là qui ont pu avoir ces deux caractères et avoir un effet in vitro, ils ont d'autres caractères. C'est juste pour des connaissances, pour complémenter. Pour l'identification moléculaire, il a été faite. Je tiens à vous remercier, M. Mintek, pour l'identification moléculaire. C'est vrai que les PGPR sont en général des pathogènes, mais pathogènes pour l'être humain et non pas pour les plantes. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une idée qu'ils sont en général des pathogènes. Mais en général, c'est une parmi les bactéries qui ont été identifiées qui est pathogène pour l'être humain. Et même si on l'a inoculé parce qu'on ne savait pas au départ. Pour le phosphore assimilable, c'est la formule P2O5. En se basant sur la méthode de Olsen. Pour les fertilisations chimiques comme recommandation, pour voir à quel point on peut diminuer l'utilisation de fertilisation s'ils sont combinés. C'est-à-dire la plante à quel point peut assimiler en présence de ces bactéries-là. Pour le test germination in vitro, c'est vrai qu'ils sont dans des boîtes pétries in vitro, mais ils ont été inoculés par ces bactéries-là qui produisent de l'oxyne qui est responsable sur la formation des racines. C'est pour cela qu'on avait une différence entre les bactéries inoculées et non inoculées. Le fait qu'une bactérie soit PGPR, c'est une condition de la croissance. C'est des critères bien définis. De la croissance ou bien biocontrôle. Pour la résistance, l'induction de la résistance systémique, c'est autre chose. Ça peut être produit même par une substance telle que l'LPS, telle que un extrait de tabac. Et donc ce n'est pas un critère à inclure comme critère donc, pour la sélection d'une bactérie PGPR. Ça va être un plus chez une bactérie. Donc c'est l'induction de la résistance chez la plante. Donc on fait une plante qui peut être par une bactérie, elle peut être une bactérie même pas PGPR, même pas les critères PGPR. Donc il faut revoir ce que c'est que les critères PGPR. Donc on fait tous les travaux, il y a maintenant tellement de publications là-dessus, donc c'est clair. Et il y a même des revues bien faites, d'accord. Et puis concernant donc l'induction de la nous avons des travaux sur l'histoire et sur les fibres, il ne faut pas faire de confusion. Merci professeur, donc on va continuer. Donc peut-être vous continuez donc la discussion après. Donc à 10h30 nous avons la pause café, donc ça ne reste pas beaucoup de temps, donc on continue dans notre livre. Donc on passe à Radi Hasna. Donc Alors, une réponse collective pour les dames et les messieurs qui ont posé la question par rapport à l'origine du génotype. Donc,
j'ai effectué une collecte des génotypes à partir de l'organerie de Sus. Donc, pour les boutures, j'ai collecté les boutures à partir. Ils ont l'origine de Marrakech. Pour Madame Amrar, donc tous les génotypes ne sont pas encore inscrits. Donc, sur la base de la production de fruits et la vigueur des boutures. Le taux de nécrose et le taux de développement de micro-boutures à partir de la bouture initiale. Donc, pour le nombre d'explants concernant l'essai de bouturage, c'est ça? C'est ça, madame? Donc, j'ai effectué les statistiques. Donc, j'ai juste oublié de mettre l'écart type et la signification. Donc, c'est juste dans le cadre de protéger les résultats et tout. Donc, la nomination de génotype pour le monsieur, c'est exactement ça. Donc, c'est juste question de codage. Donc, des génotypes qui sont... On ne peut parler de génotype qu'une fois que ce génotype est bien caractérisé. D'accord. Et donc, en fait, il est décrit. Donc, A, B, C, X, Y, donc, ce sont des plantes avec des caractéristiques bien particulières qui possibilité forte. D'accord. Merci, monsieur. Merci pour votre commentation. Donc, pour la durée des essais, Madame Amrar, j'ai effectué les mesures après 3 mois de culture. Donc, si j'ai oublié, c'est une question. Ah, exactement. Je vous propose, les deux demoiselles, de se rencontrer après, donc pour un peu discuter tous ces points-là. Et avec vos encadrants, donc surtout, donc, je pense, parce que ça va prendre beaucoup de temps, il nous reste presque 10 minutes. D'accord. Oui, donc parce que ça prend... Je compte juste vous répondre sur refaire le protocole d'enracinement. Donc, je pense que j'ai lu votre article. Donc, les résultats ont été intéressants sur l'enracinement. Donc, je compte refaire l'essai. Merci. Pour, je pense... pour Monsieur Abdrahim, l'importance de la germination, c'est juste pour renforcer et optimiser les méthodes conventionnelles. Donc, car c'est le but. Le but, c'est la réhabilitation des organeries. Donc, je compte refaire la germination in vitro pour renforcer la réhabilitation des organeries. Donc, pour certains génotypes aussi ont été utilisés comme porte-greffe pour l'essai de micro-greffage. Donc, on a essayé de étudier la germination in vitro, la vigueur de racines pour objectif de les prendre comme matériel de base pour le micro-greffage. Merci, madame. Merci à vous. On va passer à madame Koufen Mirim. De ma part, je pense qu'il n'y avait pas de questions. Je voulais juste intervenir sur le point le fait de reproduire un protocole qui est déjà publié. Ça ne veut pas dire automatiquement que ça va donner les mêmes résultats puisqu'on part d'un matériel végétal à un autre. Donc la réponse il probablement sera différente en partant d'un matériel végétal à un autre, n'importe quelle espèce horticole, et surtout lorsqu'on parle de l'arganie. Donc l'arganie, c'est délicat et c'est différent.
بالنسبة le point de la germination. Donc, à la place de Mademoiselle Hasna, j'allais dire que je voulais optimiser la germination à Hasna pour... Ntia, tu travailles sur le micro-greffage. Donc, il faut avoir des porte-greffes développés avec un enracinement vigoureux. Donc, malgré que la germination réussit in vivo, malgré que les protocoles de germination in vitro ils sont à gogo, pour avoir un matériel avec un enracinement vigoureux qui va résister, qui va réussir au cours de l'acclimatation et au cours de la transplantation, il fallait faire une sélection. C'est-à-dire, tu vas travailler sur plusieurs génotypes, tu vas essayer de réussir leur germination et évaluer leur enracinement avant de les utiliser comme porte-greffe. La problématique de la multiplication végétative subsiste, malgré qu'il y a plusieurs publications. Toujours, c'est le fait le changement du matériel végétal. Donc, je voulais revenir à un point que j'ai mentionné lors de ma présentation. La synthèse, lorsque j'ai essayé de faire la synthèse les principaux résultats qui ont été faits sur le greffage ou le bouturage, généralement, plusieurs travaux mentionnent des taux de réussite très importants les premiers mois après le bouturage ou après le greffage. C'est correct, c'est sûr, c'est vrai, parce que la plante, elle réagit en utilisant ses réserves. La bouture, lorsqu'on la met le substrat, elle met à développer l'enracinement après à peu près en moyenne 3 mois. C'est-à-dire, lorsqu'elle se trouve dans les conditions d'humidité ou de température, elle maintient la réserve, elle utilise ses réserves jusqu'au moment où les réserves s'épuisent. Comme ça, la bouture, s'il n'a pas développé la racine, elle est perdue. Donc, le bouturage. Le greffage, les plants débourrent. Là aussi, à travers les réserves, dans certains cas, on peut avoir des taux d'élaboration de la soudure importants. Le plus important, c'est d'avoir des plants aptes à la transplantation. Ce n'est pas le résultat, mais la pépinière, il faut aller jusqu'à la transplantation. C'est tout. Merci. Pour votre question, l'origine des greffes et des bouturés sont de l'ENRA d'Ornetra. Elles sont ramenées à l'ENRA d'Agadir pour réaliser un autre étude qui est le calcul de la coefficient culturel de l'arganré. Et après fin de cette expérimentation, on a réalisé un suivi au champ pendant 2 ans de différents paramètres physiologiques et biochimiques de ces gens plants pour avoir leur acclimatation et adaptation à leur milieu. Merci. Donc, on passe donc aux donateurs. Si on Mahmoud. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Donc... Non, pas de questions. Il était clair. Oui, tout à fait. Donc, parce qu'il parle l'anglais mieux que le français, c'est pour cela qu'il a exposé en... Oui, tout à fait. S'il y a des recommandations parmi donc les... C'est Rachid. La recommandation dans la même veine que ce qui a été précisé par mes collègues, c'est la création, la culture in vitro. On fait tous de la micropropagation, mais le problème c'est que on en a vu la germination des graines. C'est Abdelrahim l'a précisé tout à l'heure. Des fois, on se pose même, c'est quoi l'intérêt? D'accord. C'est pas parce qu'on fait de la culture, on va aider la filière de l'arganier à trouver une solution. Donc il faut que les termes et les attentes soient clairs pour qu'on puisse y répondre à travers la recherche qu'on va entamer. Merci. Organiser des rencontres nationales pour discuter des questions de multiplication végétative avec création de réseaux. Ouais, pardon. Est-ce que je peux donc en fait, si je peux me permettre, donc en fin de compte, et ça va dans le même sens. Donc en fait, il ne s'agit pas, on se réunit, on discute, on se réunit, la réunite, on a ras-le-bol. Hein, d'accord. Donc il faut des choses pratiques. La recommandation de Slimane est à sa place, et donc en fait, mais il faut la formuler en termes de workshop technique, en présence. Donc en fait,
une matinée de discussion de fond et donc en fait une journée et demie de jeunes qui pratiquent. Voilà, avec un apport de matériel génétique de différentes provenances, si je peux dire. Et donc en fait, donc c'est ça ce qu'on veut. Végétal. Bien sûr, c'est ça. La préparation de l'atelier sera supervisée et orientée vers ce sens. Et donc en fait, il faut que les gens se réunissent. Les jeunes, surtout, j'insiste, soient encadrés dans un atelier pratique de 2 jours, de 2 jours et demi, dans un lieu donné, donc en travaillant sur un matériel de différentes provenances, donc en fin de compte, et qu'ils sortent avec la technique maîtrisée. Et donc, donc en fait, ils rendent compte par la suite, tenant compte des remarques, donc en fait, qui ont été formulées par Madame Koufan et tout ça. Voilà. J'ajouterais donc, je sais pas, donc dans cette recommandation. Non, mais c'est clair que ce workshop, donc en fin de compte, donc la durée on peut en discuter, doit être parrainé, financé, encadré par l'ONZOA. Ça c'est clair dans le cadre du sang et dans le cadre de cette fameuse convention qui a été signée. Donc en fait, mais qu'on en fasse une priorité. Ça a été dit. Et je pense donc il faut vraiment, c'est mon point de vue, inclure les pépiniéristes. Nous avons ici donc Madame Najat de Monsieur Kbaj, donc Sapiama, nous avons Manat Al-Haouz, nous avons des pépiniéristes qui travaillent dans ce sens-là. Donc il faut vraiment les inclure parce que eux qui vont utiliser cette technique-là pour un peu une multiplication de masse. Donc c'est vraiment très intéressant et essentiel de les inclure dans les projets. Et c'est vraiment essentiel pour moi, c'est mon point de vue. Oui. Parce que le relais, c'est à vous, c'est à eux. Donc nous, c'est la recherche, mais eux, c'est vraiment donc à grande échelle. Vous avez eu cette précision? Alors, c'est juste pour le monsieur, c'est juste une question d'oubli. J'ai pas compté de pas mentionner Monsieur Mohamed. D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour ses efforts. Madame Bouchiha Fatima, Madame Saïda Al-Matawi, toute l'équipe de l'INRA d'Agadir. C'est juste une question que je suis arrivée à l'INRA de Marrakech. Pardon. Donc, c'est juste une question de stress. Je suis arrivée en retard, donc j'ai oublié de mentionner toute l'équipe. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. Merci à Madame Koufan, elle aussi. Et merci pour votre assistance. Donc, merci donc à tout le monde. Merci donc aux orateurs donc, de vos exposés. Donc, des discussions vraiment donc, très enrichissantes. Des recommandations vraiment donc, très essentielles. Vraiment, qui va donc notre collègue donc, Fredus, donc Je vais vous lire les recommandations. Donc, si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou à rectifier ou la donc la première, c'est il faudra toujours préciser la localisation de l'arganerie. Donc, c'est sur le centre-ouest. Le centre-ouest et aussi donc la superficie. Il faut toujours s'adresser au service de l'inventaire forestier national pour avoir les chiffres officiels exacts. Donc c'est voilà donc je vais mettre le numéro de téléphone que nous a donné le Saber le Barh. Ça fait c'est bon. Donc il faut toujours travailler parce que donc vu l'analyse des interventions, donc toujours travailler en collaboration pour éviter les redondances et éviter les échecs déjà constatés. Donc, organiser des rencontres nationales pour discuter des questions de multiplication végétative. Exploiter les résultats sur les autres lignes pour s'en inspirer, pour la gagner. Il faut préciser les attentes exactes des bailleurs de fonds pour bien préciser les objectifs. Et donc, au cas où il y a signature de contrat, etc. Donc, mettre en place des réseaux de discussion et des ateliers pratiques avec du matériel précis
cela devra être une priorité dans l'envoi qui devra piloter un petit peu tout ça. Donc voilà. Merci. Donc, c'est Flatus. Donc, il y a donc un communiqué pour tous les présents d'ici. Donc, le post café à 10h30 au siège de la province. La navette est assurée. La clôture entre 11h et 12h30. Déjeuner à l'hôtel Atlas à partir de 12h30. La navette assurée aussi. Et donc, il faut, donc, pour ceux, donc, ou les celles, donc, check-out, donc, à l'hôtel, aux hôtels. Et la sortie de terrain c'est à 14h30, donc, jusqu'à 17h30. Et merci, donc, on lève cette séance et merci pour tout le monde.